réaliser ses rêves ou ses projets grâce à la discipline personnelle ou encore professionnelle, eh bien, on peut dire que certaines personnes y arrivent, d'autres pas, tout simplement parce qu'elles arrivent, elles se retrouvent dans une situation alarmante et certaines personnes pensent aux imprécations. Nous parlons de la discipline personnelle et professionnelle et nos invités sont là. Pour cette première partie, nous allons décortiquer ce sujet. En seconde partie, un autre sujet, comment se débarrasser de ces complexes. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Je commence avec toi. Nathan, tu es étudiant en droit, merci d'être là. Merci à vous, plaisir partagé. Et je suis également avec Chérif, coach en développement personnel. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, Sirmi, plaisir partagé. Je suis également avec Mouhamadou, coach en développement personnel, entrepreneuriat, également le leadership. C'est bien cela. Merci beaucoup pour l'invitation, plaisir partagé aussi. Je finis cette phase de présentation avec Darlin, étudiant en sciences politiques et relations internationales. C'est exact, merci pour l'invitation. Et je reste avec toi. La vie, on parle aujourd'hui de la discipline personnelle et professionnelle. Quelle est ta définition concernant cette discipline ? Bon, ma définition de la discipline, c'est très simple. C'est juste cette capacité qu'a une personne à s'efforcer de faire quelque chose afin d'obtenir un résultat en dépit des circonstances. C'est-à-dire, quand j'entends les circonstances, je peux entendre par là la peur, le manque de dévouement, de finir cette chose entamée. Un projet, par exemple, si voilà, on a un projet, voilà. On se donne pour le concrétiser. Malgré les circonstances. Et Chérif, quelle est ta définition ? Alors, je vois la discipline comme une routine, une attitude que l'on développe vis-à-vis d'un objectif que l'on souhaite atteindre. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je suis avec Nathan. Est-ce que tu as une autre définition ? Comment tu peux… quelle est la définition que tu peux nous dire aujourd'hui concernant justement la discipline personnelle ou encore la discipline professionnelle ? Alors, vous savez, un homme disait un jour, je traite durement mon corps afin d'être trouvé irréprochable. Ceci étant, j'entends par discipline cette capacité qu'a un homme de s'imposer un certain nombre de règles parce qu'il veut atteindre un objectif. Des règles, on peut les définir. La société, elle est régie par des règles. Mais lorsqu'il s'agit des objectifs personnels, il y a une catégorie de règles qu'un homme peut s'imposer juste parce qu'il veut atteindre un objectif. Et c'est ça ma perception de la discipline en réalité. Et je termine avec toi pour la définition. Peut-être que tu as une autre définition concernant la discipline ou tu rejoins les trois. Oui, je vais dire que je vais rejoindre les trois. Me concernant, c'est juste une capacité à se contrôler, à se motiver pour une meilleure atteinte des objectifs qu'on s'est déjà fixés. Et comme disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons. Donc l'excellence n'est pas… C'est un but vers lequel on faut tendre. Donc la discipline nous permet aujourd'hui, est un pont aussi entre nos objectifs et nos réalisations, comme disait Jim Rohn. Donc je pense que nous avons un avis partagé par rapport à la définition de la discipline. Et dans votre quotidien, je vais poser la question à Darlin, est-ce que tu es discipliné ? Et si oui, justement, comment tu arrives à être discipliné ? Est-ce que tu peux nous partager quelques aspects qui montrent que tu es discipliné ? Si tel est le cas. Si, exactement, c'est le cas. Comment j'arrive à me discipliner ? C'est de façon simple. Prenons un cas très fréquent. Comme je suis étudiant en période d'examen, il va falloir que j'établisse un planning de révision, par exemple. Si j'ai une semaine de révision et j'ai 4 matières, par exemple, à réviser, j'établis un planning bien défini. C'est-à-dire, ma discipline personnelle, elle vient au fait que je dois écrire. Tel jour, à telle heure, je me mets à réviser telle matière. En second plan, tel jour, à telle heure, je me mets à réviser telle matière. Donc, c'est cette autodiscipline qui me permet de réguler ma période de révision. Nathan, dans ton quotidien, ça se passe comment, cette discipline-là, que ce soit sur le plan… tu es étudiant, justement, universitaire, donc le plan universitaire, peut-être dans le cadre familial également, comment tu arrives à être discipliné ? J'avoue que parler de discipline nécessite beaucoup de sacrifices. Alors, je dirais que mes expériences quotidiennes, en ce qui concerne ma discipline, qu'elle soit personnelle, au niveau familial, professionnel et tout ce que j'ai comme engagement, je dirais que c'est comme faire un appel à beaucoup de sacrifices. Vous
Vous savez, j'ai bien envie de vous partager une expérience, si vous me permettez. Bien sûr. C'est une petite anecdote. Ça se passait exactement en 2021, alors que j'arrivais à peine au Sénégal, avec près de 4 mois de retard sur mon cursus académique. Il fallait que j'ai une semaine de révision pour pouvoir préparer les examens qui venaient. Et donc, vous imaginez que une semaine où j'ai plus de 12 matières à étudier, qui se feront dans la semaine qui suit, c'était pas facile. Il fallait faire preuve de beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que je faisais? Je me levais très tôt. Et l'une des qualités des hommes qui sont disciplinés, c'est la capacité à se lever à une heure assez délicate, d'évancer l'aurore, comme on aime bien souvent le dire. Et je le faisais tout au long de la semaine et je m'imposais un planning strict que je me devais de respecter, à tel point que j'avais dû même supprimer un certain nombre de distractions. Et derrière, j'ai pu récolter les fruits de ma discipline. Donc oui, au quotidien, je le suis parce que j'ai vu les résultats que ça produit. J'aime bien l'exemple que tu viens de nous partager. Quelque part, c'est vrai que tu parles de sacrifice. Est-ce que, au niveau familial, les parents aussi t'ont aidé à être discipliné depuis ton enfance? Exactement, parce que je me souviens, lors de ma tendre enfance, notre grand-mère, elle avait l'habitude de nous réveiller assez tôt. 5 heures du matin, plus personne n'avait le droit de dormir parce qu'il fallait pouvoir réaliser certaines tâches le matin avant d'aller à l'école. Il fallait voilà, faire des obédiences qu'on avait et tout, et après pouvoir aller. Donc cette habitude, j'ai envie de dire, elle est restée comme une forteresse qui s'est inculquée dans mon cerveau. Et jusqu'alors, c'est devenu normal pour moi de me lever assez tôt. Et Chérif, comment ça se passe justement? Lui, il a parlé de sacrifice. Hein. Est-ce que toi également, ça t'arrive de sacrifier certaines choses parce que tu veux tellement être discipliné, tu te prives quand même? Alors déjà, il faut dire que selon moi, évidemment, la notion de discipline est une partie intégrante du développement personnel. Et aujourd'hui, je vois la notion de discipline comme une réalité qui va au-delà de sa simple définition. Car définir discipline est une chose, mais la vivre en est une toute autre chose. Parce que la discipline s'évalue à son niveau personnel par rapport à son environnement, aux situations, aux circonstances et aux objectifs qu'on cherche à atteindre. Donc, chemin faisant, on tente nous aussi, en fonction de nos objectifs, de développer une discipline, que ce soit professionnelle, personnelle, comme on a dit tantôt. Mais l'essentiel, c'est de se donner une habitude, une routine que l'on va adapter pour l'atteinte. Quels sont justement les actes qu'on pose? Je reste avec toi. Quels sont les actes qu'on peut poser aujourd'hui qui peuvent nous aider à être disciplinés, on va dire, dans la vie personnelle d'abord? Alors, les actes sont pour moi assez aléatoires. C'est en fonction de ce que l'on cherche à atteindre. Maintenant, prenons donc un exemple assez simple. Je me rappelle d'ailleurs quand je devais faire le bac. La première fois, ça n'avait pas marché. Alors, la deuxième fois, j'ai eu comme un déclic. Je m'étais dit, je dois refaire ça, mais d'une meilleure manière. Et donc, j'ai essayé de voir déjà comment est-ce que je me comportais, quelles étaient mes failles, mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai manqué. Et sur la base de ça, j'ai essayé de reprendre sur de nouvelles bases pour voir maintenant comment m'y prendre. Et donc, j'ai adapté une façon d'apprendre, même si elle était un peu particulière par rapport à la méthode des autres. Mais je me suis développé une méthode. Et avec le temps, des fois, j'avais envie même d'abandonner. Mais à force, maintenant, de persévérer, je finis maintenant par atteindre mon objectif. Vous avez vu le résultat? Oui. D'accord. Justement, la discipline, c'est la capacité de prendre des décisions et de passer à l'action. Et quand on passe à l'action, justement, on voit les résultats, comme Chérif venait de nous partager son avis. Je suis avec toi, Mouhamadou. On dit souvent dans le monde professionnel, la motivation ne suffit pas. Il faudrait plutôt la discipline pour réaliser ou concrétiser ces projets. Est-ce que tu partages cet avis? Je suis d'avis, hein, parce que comme disait Platon, la première et la meilleure des victoires, c'est d'abord de se conquérir soi-même. C'est-à-dire être en mesure de pouvoir se dominer, dominer ses passions, dominer ses, on va dire, tourner autour de 3 types de gestion. Gestion du temps, gestion des émotions et gestion aussi des actions. Ce qui permet aujourd'hui d'être plus productif, d'être plus efficient et de tendre vers une excellence. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, pour tout un chacun, pour réussir dans le milieu professionnel, il faudrait que la discipline y soit. Et pour qu'on puisse parler de discipline, je pense qu'il y a 2 aspects ou bien 2 éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, l'engagement, qui est notre viatique, qui va tourner autour de notre viatique, c'est-à-dire quels sont nos objectifs, et on va se fixer cet engagement soi-même, mais aussi l'exigence. C'est-à-dire il y a engagement et exigence qui vont nous permettre, associés à la détermination, de mettre en pratique cette discipline, à mon avis. Oui, je partage ton avis. Il y a Chérif qui veut réagir, mais je laisse quand même la parole à Derlin. Oui.
Par rapport à la motivation et la discipline, quelqu'un disait une fois, dédaigne de motivation pourvu que la discipline règne. C'est-à-dire que la motivation, la discipline, autant pour moi, elle apparaît quand la motivation n'est plus. Si j'ai décidé aujourd'hui de me lever un matin, comme les religieux par exemple, un chrétien, un musulman, il se lève tous les jours à 4 h du matin, à 5 h du matin pour prier. Quand la motivation n'y est plus, c'est la discipline qui prend son relais. Imaginez-vous quelqu'un pendant 10 ans se lève à la même heure tous les jours. C'est par motivation tous les jours. Non, c'est parce qu'il s'est autodiscipliné. Donc, moi, je dis que la motivation, elle est pour un petit temps. Mais à long terme, pour te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est la discipline, à tous les coups. Exactement. Je partage vraiment cet avis aussi. Vous avez parlé des musulmans, des chrétiens, et je vais rebondir là-dessus. Et quand il s'agit même de jeûner, on sait qu'on doit jeûner pendant 7 jours, pendant 30 jours, 40 jours, on sait qu'il faut le faire. Maintenant, la question, est-ce qu'on le fait parce qu'on sait pourquoi on le fait, ou bien il faut juste suivre la masse? Nathan. Merci Sylvie pour la question, parce que je pense qu'il est important de clarifier ce point. On ne peut pas parler de discipline si on n'a pas d'objectif. Je me discipline, pourquoi? Je ne vais pas juste dire, par exemple, je me mets à jeûner ou je me mets à me lever à 5 h, 4 h du matin sans savoir pourquoi. Il y en a, par exemple, leur objectif lorsqu'ils se lèvent à 5 h, c'est parce qu'il faut qu'ils soient au boulot à 7 h, à 6 h ou à 8 h, etc. Tout dépend des circonstances. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que toute discipline doit être motivée par un objectif à atteindre. Et s'il faut revenir même sur la question du jeûne, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, ou qu'on puisse partager des obédiences qui ne sont pas forcément chrétiennes ou musulmanes, etc., il y a toujours une discipline qu'on s'impose. Pour certains, leur objectif, ce serait peut-être d'élever leur spiritualité. Pour d'autres, leur objectif, ce serait peut-être de se rapprocher davantage du divin. Il y a tellement de raisons, mais il y a toujours une motivation derrière la discipline, et l'objectif est indissociable de la discipline personnelle ou professionnelle. Est-ce que quand on arrive à ce niveau-là, on est discipliné, forcément, on trouvera des résultats, on aura des résultats au niveau professionnel, Chérif? Alors, oui, on peut dire que le résultat peut se faire sentir au niveau professionnel. Mais comme j'aime dire, à la fois professionnel et personnel, l'essentiel, c'est de savoir que la discipline, c'est une attitude, c'est une routine que l'on développe en vue d'atteindre ses objectifs. Donc, dès qu'on développe cette routine, cette attitude, on arrive à atteindre nos objectifs. Donc, la raison pour laquelle, quand je voulais lui rejoindre, je m'étais laissé emporter par ses propos. Et il y a Zig Ziglar qui disait, c'est votre attitude plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Voilà. Altitude. Effectivement. Très bien. Et quand on se fixe des objectifs, je peux prendre l'exemple du sport, par exemple. On se dit qu'on voudrait bien perdre du poids ou garder sa forme, et on décide de reprendre ou de faire le sport. Il faudrait aussi respecter son planning. Si on se dit je dois faire le sport toutes les semaines ou tous les jours, il faudrait arriver justement à respecter cela, Chérif. Oui, parce que d'ailleurs, je vois même la discipline comme une conséquence du processus de développement personnel. Parce que quand on décide d'emprunter une voie pour se développer, pour grandir, aussitôt on commence à mettre les moyens, les conditions pour l'atteinte de cet objectif. Raison pour laquelle on parle forcément de discipline. Maintenant, la discipline découle d'une stratégie que l'on développe, d'une analyse qu'on a fait de notre situation pour décider maintenant de changer ou de revoir ses habitudes pour atteindre nos objectifs. Mais est-ce qu'on peut dire à une personne qu'elle est disciplinée si, par exemple, elle arrive à poser des actes concrets? Cette personne fait le sport aujourd'hui, elle te parle d'un projet, c'est-à-dire qu'elle va réaliser un projet dans 3 mois, arriver dans le jour J, vous vous rendez compte que cette personne a pu réaliser son projet. Et un autre aspect pareil, mais au niveau de la ponctualité, c'est vraiment un souci pour cette dernière. On le voit dans nos activités, on dit 7 heures, j'exagère un peu, 8h30, les personnes ont du mal à se lever tôt. Est-ce qu'aujourd'hui, cet aspect aussi, il ne faudrait pas le revoir, hein, la ponctualité quelque part, pour quelqu'un qui veut être discipliné? Je crois que la première règle, c'est la ponctualité lorsqu'on veut être discipliné. C'est-à-dire que la discipline rentre en corde avec le temps. Si ton temps est mal géré, forcément tu es indiscipliné. Si tu sais gérer ton temps, forcément la discipline, ça devient comme un mode de vie. Premièrement, il faut savoir réguler son temps. Si ton temps est mal géré,
est mal régulé. Donc, tu peux pas dire que tu es une personne disciplinée parce que tu as réussi à atteindre un objectif. On va dire que tu as eu de la grâce. Mais moi, je mets à haute échelle la ponctualité. Moi, j'aime pas le retard. Comment dire ça? Ça m'irrite. Moi, quand je suis en retard, ça m'irrite. Donc, quelqu'un qui se dit être discipliné doit au moins savoir gérer son temps. La première règle pour moi, c'est la gestion du temps. Il peut avoir aussi des imprévus quelque part. Il peut avoir des imprévus, justement, mais ça doit pas venir, tes imprévus ne doivent pas devenir une habitude. Oui. Ça devient une habitude, c'est un parasite. Un parasite directement qu'il faut éliminer. Tu voulais réagir? Moi, je pense que par rapport à cette conception des objectifs, d'abord, il faudrait revenir sur le concept de fixation des objectifs. C'est-à-dire, on peut se dire qu'on a fixé des objectifs. Est-ce que nos objectifs sont intelligents? C'est atteignable aussi. C'est-à-dire, pour qu'un objectif soit considéré comme atteignable, il faudrait qu'il soit smart. Smart comme intelligent. C'est-à-dire que l'objectif doit être spécifique. Il doit être précis. Il doit être mesurable. Il doit être atteignable. Il doit être réalisable. Et il doit être défini dans le temps. Donc, il doit être temporel. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut se fixer des objectifs et ne pas se fixer un temps de réalisation de cet objectif. Et le temps de travail importe peu. C'est-à-dire, ces notions de ponctualité, des fois, ça fait partie on va dire, des contraintes par rapport même à l'atteinte des objectifs. Parce que on a dépassé, par rapport à ma conception des choses, je pense qu'on est à une ère où on n'est plus dans le work hard, play hard. Maintenant, on est dans le work smart, play smart. C'est-à-dire qu'on peut arriver en retard et atteindre ses objectifs avant la descente. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de venir pour être à l'heure aussi. Ça dépend aussi dans quel contexte. Donc l'objectif domine sur la ponctualité. C'est-à-dire la discipline qui nous permettra d'atteindre l'objectif à temps. Si vous devez faire le travail avant midi et que vous venez à 10h et que vous pouvez le faire, l'essentiel c'est que vous êtes efficient. Oui, mais ça dépend. Est-ce que ça ne dépend pas des contextes? Si, par exemple, vous organisez un forum et vous vous dites que la salle, vous avez loué une salle, on vous a donné 3 heures de temps. Si vous ne respectez pas l'heure, certainement, vous ferez peut-être 2 heures de temps, 1h30 minutes, vous aurez perdu quelque chose. D'accord. Et ça en va de soi que par rapport à ces engagements que vous avez pris, encore les notions d'engagement et d'exigence reviendront au niveau de la discipline. Mais sur le plan personnel, cette discipline peut se traduire par une intelligence à réaliser une tâche que les autres perdront du temps ou bien vont perdre du temps pour le réaliser. Mais parfois, je suis avec toi, Nathan, il disait tout à l'heure qu'il faudrait fixer des objectifs, mais des objectifs atteignables. Ça peut arriver qu'on soit un leader, un visionnaire, on voudrait bien relever les défis, mais quelque part, on est pris par le temps ou certaines contraintes et on n'y arrive pas. Quel conseil peux-tu donner à un leader qui se dit très discipliné, mais tellement qu'il a fixé des objectifs qui ne sont pas vraiment atteignables et il s'en veut à la fin? C'est très important, Siumi, de toucher ce point, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est un peu pressé. On essaye de vite faire les choses, on est pressé de se lever, on est pressé d'aller à gauche, on est pressé d'atteindre telle autre chose, excusez-moi. Et c'est vraiment une gangrène de nos jours, à tel point que parfois, on est poussé à faire des mauvais choix ou à suivre un mauvais parcours parce qu'on veut atteindre un objectif. C'est pas mauvais en soi. Avant justement de répondre à cette question, j'ai bien aimé ce que Mohamedou a dit. Et pour cela, j'aimerais compléter ceci en disant qu'on peut très bien atteindre un objectif sans être discipliné. La preuve en est, aujourd'hui, on a des camarades avec qui on a fait le cursus qui n'avaient pas forcément la même discipline que nous, on a pu avoir, mais qui aujourd'hui sont par exemple à des postes qui sont beaucoup plus élevés. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont su être beaucoup plus smart. Et maintenant, par rapport à la question de la gestion du temps, moi, je dirais à ces leaders qu'on le dit souvent, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, lorsqu'on parvient à inculquer, à accepter dans notre conscience que chaque minute ou chaque seconde qui est perdue, c'est un temps qui peut être fructifié. C'est un temps qui peut nous permettre de pouvoir tirer un certain gain, un certain bénéfice. Je pense qu'à ce niveau, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qu'il faut être pragmatique. Ne pas regarder plus loin que le bout de son nez, mais se dire, oui, j'ai la discipline, oui, je peux atteindre un objectif, mais pour le faire, il faudrait que je sois capable de vérifier si cet objectif est atteignable, que ce soit à court ou à long terme. Est-ce que j'ai réellement les capacités pour le faire? Donc, c'est ce que je pourrais donner comme conseil à ces leaders. Déjà, vos interventions, on voit 2 aspects. Le premier aspect, c'est que ça peut arriver que quelqu'un ne respecte pas vraiment l'heure, mais cette personne est productive.
Dans un autre contexte, si vous êtes dans une entreprise et qu'il y a des principes, ce sont des principes à respecter. Si on dit par exemple 4 heures de production, vous devez être là. Mais vous ne pouvez pas vous pointer là et faire 2 heures de temps. Ça sera aussi de l'indiscipline quelque part. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Chérif, il y a aussi un autre aspect, la distraction. Beaucoup de personnes, elles peuvent être productives, mais très distraites. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut suivre quand même ce mouvement-là, la distraction, mais tout en étant productif aussi? Alors, j'aime toujours revenir sur ça. Il est important de se poser la question du savoir, le pourquoi. Si la personne sait suffisamment pourquoi il fait quelque chose, l'importance de ce qu'il fait, sûrement, je ne dis pas qu'il ne sera pas, il ne va pas se verser dans la distraction, mais il va limiter sa distraction. Parce que je pense que ce que l'esprit peut concevoir, l'être peut l'accomplir. Mais c'est en fonction de comment la personne décide d'emprunter un chemin. Parce que personne n'a dit à Sirmi, fais ceci ou fais cela. C'est toi-même, en fonction de ta situation, tu as décidé d'emprunter une voie ou bien d'aller vers quelque chose. Donc, si cette situation se présente, la distraction, je ne dis pas qu'elle ne sera pas là, mais elle sera moins fréquente. Et comme je l'ai dit tantôt, la notion de discipline, au-delà du terme, elle dépasse même la compréhension légère. Il y a encore beaucoup plus de paramètres à l'intérieur, la notion d'exigence interne et d'exigence externe. L'exigence externe, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire si tu es dans un événement et qu'on te dit que l'espace est accordé pour 3 heures. Oui. Là, c'est une exigence externe. Tu dois faire en sorte de respecter cette exigence. Mais si c'est une exigence externe, par exemple, que je me dise, je peux ou ne pas décider de modérer l'événement, ou le faire ou ne pas le faire, là, je suis plus à l'aise, comme ce qu'il dit. Si, par exemple, l'idée, c'est juste de finir à midi, ou bien de le faire en 2 heures, c'est à moi de voir par rapport à quelle fréquence ou comment je vais le faire, mais l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Et quand on est discipliné, on est aussi un bon citoyen. Quelque part, on pose des actes qu'il faut, ça va aider quelque part aussi le développement, je veux dire, de notre pays. Je vais terminer par cet aspect. Quelles sont les conséquences aujourd'hui, Darlene, quand on est indiscipliné? Bon, de façon simple, quand on est indiscipliné, pour moi, on n'atteindra jamais l'objectif fixé, de façon externe et interne. De façon externe, comme il a bien expliqué, lorsque tu as une tâche à accomplir et que tu n'es pas le maître de cette tâche, tu peux très facilement être rétrogradé. Donc, on peut facilement perdre une opportunité parce qu'on perdre son poste de façon externe lorsqu'on n'est pas discipliné. De façon interne, ça entache sur notre personnalité personnelle. On ne saura jamais qui on voulait être. Parce que de façon interne, on n'a pas su se réguler, on n'a pas su avoir une bonne discipline, on va dire ça de façon simple, une bonne hygiène de vie. Donc, on n'a pas atteint nos objectifs. Alors, donc, soyons disciplinés. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. Surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau de Génération News, je suis toujours avec mes invités et nous allons parler d'un autre sujet, comment se débarrasser de ces complexes. Certainement, vous l'avez entendu parler, je suis trop court ou courte, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent. Comment s'en débarrasser aujourd'hui? Comment se débarrasser de ces complexes? Je commence avec toi, Nathan. Quel conseil peux-tu donner à une personne, déjà d'emblée, je veux dire, une personne qui n'est pas fière d'elle, parlant de son physique? D'accord, merci Sirmi. Déjà, il est important pour nos téléspectateurs de comprendre ce qu'est un complexe. Parce qu'aujourd'hui, la notion de complexe est assez polysémique. Mais s'il faut s'en tenir à la délimitation de notre sujet, on pourra dire aujourd'hui que quelqu'un de complexé, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Quelqu'un de complexé, c'est quelqu'un qui a le sentiment de ne pas retrouver chez soi une qualité qu'on peut retrouver chez l'autre, d'après elle. Ainsi, s'il faut donner des conseils à une personne, un célèbre philosophe disait « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Ce qui n'est pas faux en soi, ça veut dire que nous naissons en quelque sorte tous égaux, mais du fait de quelque chose qu'on a pu observer, qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre, on peut avoir ce sentiment de se sentir moins important que les autres. Cependant, en chacun de nous, il y a des qualités. Et donc, pour ne pas m'atteler ou encore m'appuyer juste sur ce que je dirais,
Je vais compléter en conseillant à quelqu'un de tout simplement maximiser sur ses qualités sans forcément considérer ce qu'il y a comme défaut. Très bien. Premier conseil, ce serait bien aussi d'expliquer, comme il a dit, le complexe c'est quoi? Est-ce que c'est un complexe physique, intellectuel? Je suis avec toi, Mohamed. Donc, je rejoins Nathan par rapport à cette définition, mais je vais aussi dire qu'une personne complexée, c'est une personne qui se focalise sur des défauts, des fois qui sont réels ou bien qui sont imaginaires à son niveau, jusqu'à ce que ça nourrisse en cette personne un sentiment d'infériorité, ce qui est contradictoire avec le développement personnel, je dirais. Parce que par rapport à la confiance en soi, toute confiance en soi passe par une croyance en soi. Et cette croyance en soi ne pourrait être sans une connaissance de soi. Tout est question d'appréciation. Et comme disait Einstein, si vous jugez un poisson de par sa capacité à grimper un arbre, il va passer sa vie en pensant qu'il est stupide. Parce que le milieu du poisson, c'est pas de grimper un arbre. Le propre du poisson, c'est de pouvoir nager. Donc, des fois, ce complexe est nourri par la société et s'accentue au niveau des personnes qui n'ont pas reçu de formation exacte au niveau du développement personnel. Donc, je pense que c'est un mal qui existe, mais qui a un remède à côté. Et je pense que des coachs comme M. Shérif pourront aider les gens à se passer. Les remèdes viendront. Il faudrait qu'on comprenne un peu ce que c'est le complexe. Je suis avec toi, Darlene. Dites-nous un peu, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, comme disait tout à l'heure Mohamedou, qu'est-ce qui peut signifier ou justifier cela? Est-ce que c'est depuis son enfance? Peut-être qu'il a entendu des choses. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligente, tu n'es un bon à rien, tu n'iras nulle part. Est-ce que c'est ce qui crée aussi quelque part le manque de confiance? Déjà, pour moi, le manque de confiance vient de deux manières. Il y a cette perception qu'on a de nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle la comparaison sociale. Soit comme X, soit comme Y, devient comme X. Pourquoi tu n'es pas assez gros? Pourquoi tu n'es pas assez mince? C'est ce qui explique la comparaison sociale. Donc, c'est ce qui explique les complexes qu'on développe depuis le bas âge et au quotidien. Moi, le conseil que je donne à quelqu'un qui se sent complexé ou qui a déjà ce complexe en lui, c'est d'accepter. C'est-à-dire, sois à l'aise avec ce que tu ne peux pas changer, change ce que tu peux. Alors, je sens qu'il y aura beaucoup de conseils sur ce plateau. Soyez à l'aise avec ce que vous pouvez changer, ce que vous ne pouvez pas changer, et changez ce que vous pouvez. De façon simple. Si tu ne peux pas tu as l'oreille plus petite que l'autre, tu peux pas le changer. Sois à l'aise avec lui, accepte. J'aimerais quand même qu'on puisse le dire ici. Qu'est-ce qui explique ces complexes quand arrivé à un niveau on ne s'aime plus? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Être à l'origine de ces complexes. Oui. Alors, ça me motive même à un peu ramasser tout ce qu'il vient de dire. Moi, je conçois en fait, c'est quoi le mot? Je me perds. Complexe. Le complexe. Oui. Voilà, en fait, le concept de complexe est lié à une sorte de perception négative que nous avons de nous-mêmes et de notre environnement. Et c'est cette perception négative que nous avons qui nous pousse aujourd'hui à avoir une certaine façon de voir, une certaine attitude. Ainsi, on se retrouve complexé d'être de taille courte parce qu'on voit la majeure partie des gens qui sont de taille élancée. Mais rien ne définit que cette taille élancée est la meilleure que la tienne ou quoi que ce soit d'autre. Donc pour moi, tout découle d'une perception que nous avons et que donc il faudra une saine connaissance de soi, comme coach Mohamedou l'a dit tantôt. À partir de cette saine connaissance de soi, nous arrivons à faire la part des choses et à voir le bien du mal, le vrai du faux, le juste de l'injuste. Et ainsi, nous commencerons maintenant à développer une façon de voir positive, à s'apprécier, à s'estimer, qu'on appelle donc estime de soi, pour aller maintenant vers la confiance en soi. Eh bien, justement, parlant de ce complexe, est-ce qu'aujourd'hui, les médias aussi ne favorisent pas cela? Le fait de voir des présentatrices très belles ou encore des présentateurs, parfois on s'imagine tellement des choses, on oublie que quelque part la télé elle est magique. Si je le dis ainsi, c'est par rapport à l'expérience, il y a des lumières partout. Mais quand on voit ces personnes-là, quand on voit même des artistes, on a envie d'être comme ces personnes-là. Est-ce que quelque part, ça n'influence pas aussi certaines personnes? Bien sûr, parce que je pense que le complexe est déterminé par rapport aux préjugés que la société impose. Actuellement, il faut le dire, la pression sociale dans les pays africains est on va dire, est énorme. De par le paraître, c'est-à-dire les gens se soucient beaucoup plus du paraître que du fait d'être.
Et actuellement, au niveau de la télévision, il faut toujours dissocier la réalité de ce qui est virtuel. Et même au niveau de nos smartphones, vous voyez, quand on doit prendre une photo, on préfère prendre un snap avec des filtres parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et ce sont des règles aujourd'hui qui nous ont été édictées et qui nous ont été forcées par, on va dire, par les réseaux sociaux ou autres. Donc, première chose à faire, c'est d'abord de faire une introspection, de voir en soi comment on peut surpasser ces préjugés par rapport à soi-même. Parce que comme on le dit, la réputation, c'est ce que les gens pensent de nous. Mais la conscience, c'est ce qui nous définit nous. Sommes-nous quittes avec notre conscience? C'est très important, hein, comme on le dit souvent aussi, que ce n'est pas le miroir qu'il faut changer, mais c'est la perception qu'on a de nous-mêmes qu'il faut changer. Est-ce qu'on se voit intelligente? Est-ce qu'on se dit qu'on est, on est bien ou pas? Je pense que même les personnes qui sont autour de vous, parfois ne vous calculent même pas. Ça se passe dans votre tête, ce qui fait que les personnes sont un peu bloquées, je veux dire, quelque part. C'est exactement ce que vous dites. Parfois, les gens ne nous calculent pas. On a un exercice qu'on aime bien en prise de parole en public, c'est l'exercice miroir. On te met en face du miroir, on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas sur toi. Certains disent, j'aime pas mon nez, j'aime pas mon oreille gauche, j'aime pas ma lèvre. Et on demande au public en face, est-ce que tu as remarqué? 90% de la salle, ils vont te répondre non. Parce que c'est souvent, nos complexes naissent le plus souvent de nous-mêmes. De la façon dont on se voit, par comparaison avec autrui. Parce que, on va dire, Rihanna, elle a un petit front ou elle a un gros front. Moi aussi, je vais avoir un petit front parce qu'elle est célèbre avec son petit front, elle est célèbre avec ses grosses fesses, etc., etc., etc. Notre comparaison, nos défauts naissent parce qu'on se voit chez l'autre. Alors que parfois, les autres ne remarquent même pas nos propres défauts. C'est nous-mêmes d'abord. On sommes la première cause de nos mal-être. Oui, vous parlez des rondeurs, surtout. Je peux également rebondir là-dessus. Les complexes, on dit que c'est physique, mais quelque part, c'est aussi intellectuel. Mais on reste sur le cas d'abord physique. Aujourd'hui, il y a le BBL, c'est ce qu'on dit. On a envie de changer tout, on a envie de changer ses formes, on a envie de changer même son visage. Tu parlais tout à l'heure du nez, tout simplement parce qu'on est complexé. Est-ce que c'est pas aussi depuis notre enfance ce qu'on nous disait, peut-être nos parents, les amis à l'école? Est-ce que c'est pas dû à cela aussi? Mais Sirmi, tu me permets en fait de m'enfoncer davantage sur ce que je disais. C'est une sorte de perception que l'on développe au fur et à mesure que l'on grandit. Parce que si on grandit dans un milieu dans lequel tout le monde aime se faire beau, tout le monde aime montrer qu'il est plus aisé, plus riche, tout le monde donne l'impression qu'il est plus à l'aise en tout cas, ou presque tout le monde même se ment, alors que rentrer chez soi, on se rend compte qu'on reste juste un être humain. C'est ça qui façonne aujourd'hui à ce que l'individu oublie des fois que l'externe peut tromper en fait son interne. Parce que tout ce qu'on cherche à l'extérieur se trouve déjà en nous-mêmes. Maintenant, à force de se laisser aller par l'extérieur, on finit par perdre notre équilibre intérieur. Et du coup, ça fait qu'en avançant, on voit des gens bien habillés, qui ont de belles formes, ou bien des gens avoir beaucoup de prestige autour d'eux, et on a envie d'avoir la même chose. Maintenant, pensant avoir la même chose, on pense qu'il faut être exactement comme l'autre pour avoir la même chose. Mais parfois, c'est un mal-être, ces personnes qui font recours à la chirurgie. Je suis avec toi, Nathan. C'est un mal-être quelque part. Ils sont complexés ou bien elles sont complexées. Elles font recours, donc ces personnes font recours à la chirurgie. Mais quand tu discutes avec ces personnes, tu te rends compte que quelque part, elles ne sont pas fières d'elles. C'est cela parce que, je l'ai dit, que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et Thomas Hobbes pouvait compléter dans ce courant de pensée en disant que l'homme est un loup pour l'homme. C'est une réalité. Et vous savez, aujourd'hui, avant de répondre à cette question relative au complexe physique, il y a tellement d'éléments qui peuvent justifier le fait qu'une personne soit complexée. Vous l'avez dit, il y a l'environnement dans lequel on a grandi, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a pu remarquer dans la société, il y a nos smartphones, parce que le complexe, on l'a dit, il n'est pas que physique, il peut être intellectuel, il peut être émotionnel. On peut avoir un sentiment d'infériorité parce que quelqu'un a une plus belle maison que nous, d'après notre perception. On peut être complexé parce que la voiture qu'on a, elle n'est pas assez grande. Il y a tellement de raisons qui peuvent justifier ça. Et pour revenir sur la question physique, la question justement du physique, mais moi j'ai envie de dire que nous sommes tous complexés. Ça paraît peut-être paradoxal, inédit
ou incompréhensible. Mais nous c'est un sommes sentiment tous... naturel. Exactement. Parce que si vous voyez même ces stars qui nous servent de modèle aujourd'hui, qui passent à l'écran, mais c'est des personnes qui, lorsque vous les approchez, vous avez accès à leur intimité, elles ont un manque. Et donc, je peux conclure en disant que tous les hommes ont un manque. Autant que nous sommes, il y a un manque. Personne n'a été créé parfait. Et c'est ce manque qui, lorsqu'il est identifié ou mal compris, peut devenir un complexe. Et je vais finir même encore en disant que je me suis amusé un peu à observer certains des TikTokers ou encore de ces gars qui parviennent à nous arracher un sourire lorsqu'on parcourt les réseaux. Mais c'est des gars qui ont su faire de leurs défauts des qualités. Vous voyez, quelqu'un lui a dit par exemple, tu es trop petit de taille, mais il s'est amusé à faire en sorte que sa petite taille soit quelque chose de divertissant pour les gens, mais derrière, il en fait un profit. Donc, ce qu'on appelle complexe aujourd'hui, certains ont su en faire des qualités. Tout dépend de la perception, de la conception. Donc, on peut utiliser ces défauts, justement, comme tu Exactement. disais, et après, ça deviendra des qualités. Et beaucoup de personnes deviennent célèbres, justement, parce qu'elles ont compris que le complexe, ou son défaut, aujourd'hui, ça peut devenir une qualité quelque part, et il faut s'accepter. Il y a aussi, tout à l'heure, il a dit, hein, Nathan, il y a des complexes intellectuels, il y a beaucoup d'aspects là-dessus. Et justement, parlons de l'aspect complexe intellectuel. D'autres personnes se disent, elles ont peur d'affronter certaines choses, de relever les défis, elles se sentent inférieures. Quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes-là? Donc, je pense que par rapport à cette compréhension, ou bien ce complexe que certaines personnes vont nourrir à l'égard des autres, c'est juste une question de manque de compréhension, d'incompréhension, je vais dire. Pourquoi? Parce que cette personne que vous voyez, il nous arrive en tant que professeur, peut-être que certains de nos étudiants nous voient et nous admirent. J'avais oublié qu'en dehors de... Tu es coach, mais tu es également professeur, c'est ça? Je suis professeur, je suis intervenant dans les grandes écoles, en marketing et en management. Très bien. Donc, il nous arrive que des fois, les étudiants nous idolâtrent ou bien nous apprécient en pensant que nous sommes nés avec un micro à la main ou bien au niveau de la bouche. Parce que Tellement que vous êtes éloquent. D'accord. On se met bien, on est bien à l'aise devant le public. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que le secret le plus gardé en prise de parole, c'est la préparation. C'est-à-dire, improviser ne s'improvise pas. Oui. On a eu à faire des échecs, on a eu à échouer, mais on n'a jamais abandonné. Et donc, il nous est arrivé, nos premiers cours, ce sont des cours aujourd'hui, si on les mettait au niveau de la télévision, je pense que ce seraient des séances de comédie. Oui, ça va passer partout sur les réseaux sociaux. On n'avait pas de maîtrise du sujet. Mais à force de travailler et à ne jamais abandonner, parce que pourquoi ne jamais abandonner? Ça fait partie des qualités des grands hommes, de ne jamais abandonner. Parce que si vous abandonnez une seule fois, vous pensez que c'est une option. Et nous, on ne veut pas abandonner. Donc, il faut travailler sur soi. Le cours aujourd'hui que je dois faire sur 1 heure de temps, je dois le préparer pendant 2 heures de temps. Donc, il y a un travail qui est derrière, c'est-à-dire le backstage et le front stage. Aujourd'hui, ceux qui sont au devant de la scène, ils vont voir ce qu'il y a à voir. Mais ceux qui sont derrière, c'est ceux qui font le gros du travail. Et c'est un travail qui est énorme, qui est colossal, qu'on doit faire en nous-mêmes avant de pouvoir le vulgariser à l'externe. Donc, tout est question de connaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses et de savoir comment travailler sur soi pour réussir. Et Darlene, pour toi, comment est-ce que quelqu'un peut arriver à se débarrasser de ces complexes? Comme je disais tantôt, la meilleure façon pour moi de se débarrasser de ces complexes, c'est d'abord de reconnaître qu'on a des complexes. Accepte que tu as un complexe, mais accepte aussi tes complexes. Que tes complexes soient pour toi une force, comme on disait tout à l'heure, une qualité encore, pour que, en fait, tu peux pas te débarrasser de tes complexes. Tu as une petite oreille pour toujours. Mais accepte que cette oreille petite fait partie de toi. C'est la meilleure façon de... Est-ce que tu n'es pas en train de nous dire quand on a peut-être des défauts, il faut s'accepter, accepter ses défauts, et comme disait Nathan, que ces défauts-là deviennent des qualités. Maintenant, on peut quelque part se débarrasser de ces complexes si on s'accepte. Oui. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Soyez à l'aise avec ce que vous ne pouvez pas changer, changez ce que vous pouvez. Tu peux pas changer ta petite oreille, accepte que c'est avec toi, que c'est toi, ça fait partie de toi, et tu te débarrasses de cela. Oui. Au Sénégal, on dit dafagat. Dafagat, en français, ça veut dire que il est court ou bien elle est courte. Et ça touche beaucoup de personnes. Ce qui fait qu'on est un peu gêné quand on est de petite taille. Quand on est en face de Mouhamadou qui est très grand, c'est autre chose. Mais quelque part aussi, des petits mots, des petites phrases qu'on entend peuvent être aussi, ces petits mots ou bien ces petites phrases peuvent être aussi à l'origine de ces complexes-là.
Chérif. Très bien. Alors moi, je pense qu'il faut toujours partir de soi. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de nous épanouir? C'est en étant de taille courte ou de taille élancée. Qu'est-ce qui nous permet de nous épanouir? C'est d'avoir de beaux yeux ou d'avoir un gros nez. En fait, si la personne aujourd'hui arrive à revenir sur lui-même et à savoir qu'est-ce qui l'épanouit, aujourd'hui, je pense que tu ne serais pas affaibli ou complexé par le fait de voir que les autres sont plus élancés, sont plus courtes, etc. Et des fois aussi, l'individu se laisse pas avoir par le fait de vouloir tout contrôler, alors qu'on ne peut pas tout contrôler. Tu es né court, tu es né élancé, accepte-toi comme tu es et mise sur tes points forts et gère tes points faibles. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas devenir parfait. Maintenant, il faut revenir sur les vérités et partir de ces vérités pour forger sa personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui sont de taille courte, mais aujourd'hui, s'ils prennent la parole, elles peuvent marquer tout le public. Comme une personne peut être de taille élancée et marquer tout un public. Donc pour moi, il faut revoir là où on pose les priorités, les préoccupations. Si on revoit ça, on arrive à forger sa personnalité, à miser sur ses points forts et à gérer ses points faibles. C'est très pertinent, oui. Si on a un défaut quelque part, certainement vous allez faire de votre mieux d'être éloquent. On a vu des gens qui ne sont pas grandes de taille, mais qui sont éloquents. Et après, on les apprécie tels qu'ils sont. Je crois qu'aujourd'hui, les gens doivent se surpasser, ne plus regarder ses défauts, mais voir qu'on est une créature merveilleuse. On peut apprendre, on peut se démarquer et on peut s'en sortir, justement. Nathan. Exactement, Simi, parce que il est important de le dire. Il y a des défauts qu'on peut changer. Voilà, mes amis sur le plateau l'ont dit. Mais il y a des défauts, il faut les accepter et vivre avec tout simplement. Vous l'avez dit, quelqu'un peut être petit de taille, mais lorsqu'elle prend la parole, on se rend compte que waouh, on a juste envie que cette personne ne s'arrête plus. Exactement. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est grand de taille, mais lorsqu'elle se met à chanter, on a l'impression que la casserole émet un son qui est meilleur. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, on a chacun de nous des qualités, mais aussi des défauts. Parce que la nature a été créée avec une certaine forme d'équilibre, de sorte que ce qui est une faiblesse chez l'autre puisse constituer une force ailleurs. De sorte que moi, si j'ai un défaut, que ce soit mon semblable qui puisse devenir complémentaire pour moi. Si moi, aujourd'hui, j'ai une force, que cette force soit un élément qui sera utile à l'épanouissement de la société. Et je l'ai dit, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui est problématique. Mais aujourd'hui, on ne va pas changer la société parce qu'un individu est complexé. En réalité, le vrai travail doit être mené sur soi. La société, elle restera telle qu'elle est. Des paroles blessantes, on entendra toujours. Des regards indiscrets, il y en aura toujours. Je vais dire quoi? Des choses qui peuvent influencer notre regard existeront toujours. Mais quelle est notre attitude lorsque nous sommes confrontés à ces situations? Est-ce qu'on va forcément accepter cette parole et en faire une sémence qui va germer en nous de sorte que cela définisse notre identité? Non, tu es trop petit détail, par conséquent, tu ne peux pas réussir dans la vie. Non. Il y a des petits détails qui ont réussi avant moi. Il y a des personnes moins éloquentes qui ont réussi avant moi. Par conséquent, avec mes défauts, je peux être utile à la société et m'épanouir dans un monde où tout semble chaotique. Il y a Chérif qui veut réagir. Parce que ce mot de Nathan m'a beaucoup marqué. En fait, c'est une question de regard. Quel regard vous avez sur votre situation, votre vie et les autres? Si aujourd'hui, moi, je décide de toujours voir les choses en bien, en positif, en optimiste, mais je pense que même s'il y a problème, moi, je ne verrai pas de problème. Mais si la personne aujourd'hui, par exemple, se concentre particulièrement sur ses faiblesses, mais tu risques non seulement d'attirer des ondes négatives, de souffrir par toi-même, tu sors, tu souffres davantage. Mais si aujourd'hui la personne mise sur ses qualités, sur ce qu'il y a de plus positif chez lui, et qu'il essaie toujours aussi de prendre les critiques de façon positive, etc. Donc je pense qu'en fait, c'est une façon de voir les choses. Et la façon de voir les choses doit être positive. Et en fonction de cette positivité, ton environnement va s'en voir aussi grandir et positiver. Parfois, l'environnement n'est pas propice. On a des gens qui parlent des choses qui sont négatives et on a du mal justement à se débarrasser de nos complexes. Aujourd'hui, c'est pas pour encourager le coaching, mais je crois que le coaching joue aussi un rôle important. Les coachs qui arrivent à donner des conseils comme vous, et est-ce que dans votre parcours, vous avez quand même ces personnes-là qui se surpassent? Quand vous les avez rencontrées, c'est des personnes qui étaient très complexées, mais par rapport à vos conseils, aujourd'hui, ces personnes sont fières d'elles. Bien sûr.
Parce que si on prend le cas, je reviens un peu, si vous me permettez bien sûr, de revenir un peu sur le concept de vous êtes petit de taille, vous êtes grand de taille, mais on a vu des champions du monde qui ont une notoriété internationale, qui sont petits de taille. Pour ne pas citer Sadio Mané. Simone Biles, d'accord, Simone Biles, Sadio Mané aujourd'hui, Oui. et on n'a pas un meilleur joueur que Sadio Mané. On ne veut pas changer qui que ce soit. Notre travail, ça consiste à éveiller ce qui sommeille chez les gens. Tout un chacun. Que ces personnes gardent leur personnalité. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que Dieu est tellement juste que chacun d'entre nous a un don spécifique. Et Dieu, on ne peut pas le remercier assez par rapport à ça. Chacun d'entre nous est unique. Chaque être humain est unique. Et donc, pour montrer son unicité, il faudrait d'abord faire une introspection, développer une connaissance de soi qui va créer l'estime de soi. Et si on a une certaine estime envers soi-même, maintenant, on va croire en son potentiel. Et ce potentiel est illimité. C'est-à-dire, the sky is the limit. Ce n'est pas les gens qui vont nous fixer des limites par rapport à notre vie. Et à travers des séances qu'on organise, les gens aujourd'hui retrouvent, savent que, et ils vont savoir que ce qu'on leur dit, c'est déjà en eux. Notre rôle à nous, c'est de trouver le point d'allumage et on va juste appuyer sur le bouton pour développer la prise de conscience. Justement, la prise de conscience, il y a certaines personnes qui en ont et on se dit, pour d'autres aussi, elles sont tellement complexées qu'elles veulent que d'autres personnes le soient. Le problème, c'est que arriver à un niveau donné, toi-même, tu te dis, mais pourtant, je ne suis pas complexé. Pourquoi on me rappelle toujours telle ou telle chose? Mais si vous me permettez, je pense que le problème majeur, ça se trouve au niveau de notre entourage. Ce qu'on va vous demander, c'est toujours de vous entourer d'ondes positives. Pour gagner cette positivité, il faut d'abord être dans un environnement positif. Un esprit sain dans un corps sain et un corps sain dans un environnement sain. Aujourd'hui, on voit que votre entourage détermine votre particularité. Très bien. Alors, Darlene, oui? Qui est que tu ne dois pas laisser quelqu'un te définir. Si tu laisses ton entourage te définir, ça deviendra toi. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas cette personne, tu n'es pas inférieur à cette personne, mais cette personne t'a tellement dit que tu es plus bas que terre, tu t'acceptes que moi je suis plus bas que terre. Et c'est de là que naît aussi les complexes. Quand on accepte de se faire définir par autrui, on devient tout de suite complexé. Moi, je dirais qu'il ne faut pas accepter de se faire définir. Très bien. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était très pertinent. Merci beaucoup pour vos éclairages. Comment se débarrasser de ces complexes? Je crois que toutes ces personnes qui nous ont suivis ont bien compris la thématique d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Mohamedou, d'être passé. Merci à vous, Sophie, pour cette invitation. Et merci à mes co-débatteurs. Merci également à Darlene. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très enrichissant. Merci. Merci Nathan. En tout cas, je me suis régalé. Très bien. Merci également à toi, Chérif. Ouais, toujours un plaisir de partager. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la Panafricaine Média. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.